Ok, bonjour à tous. Je vais vous emmener en 1944, pendant la Seconde Guerre mondiale. Aux États-Unis et en Grande-Bretagne, les Alliés préparent les offensives pour libérer les territoires occupés par les puissances de l'Axe. À cette période, les résistants mènent des actions de sabotage pour désorganiser l'ennemi, par exemple en faisant sauter des voies de chemin de fer. Excusez-moi, du coup, avec les péripéties. Le truc, c'est que des actes de sabotage de haut niveau comme ceux-ci demandent énormément de préparation. Il faut trouver des personnes suffisamment motivées pour prendre des risques extrêmes. Il faut ensuite les former pendant des mois. Ensuite, il faut qu'ils s'organisent pour mener leurs actions sans se faire prendre. Parce que s'ils sont pris, c'est la torture puis la mort. C'est à cette époque à peu près qu'a été créée l'OSS. L'OSS, c'est une agence américaine qui deviendra plus tard la CIA. Et l'OSS a réfléchi en fait sur le fait que des actions de sabotage simples, si elles étaient répétées un grand nombre de fois, pouvaient avoir un effet considérable. Et comme il y avait énormément de sympathisants des forces alliées dans les pays occupés, du coup l'OSS plutôt que de viser en fait des actions d'envergure, mais qui allaient forcément être faites de façon rare, l'OSS a cherché à définir des actions de sabotage simples qui pourraient être effectuées par un grand nombre de personnes et un grand nombre de fois. L'objectif de ces actions, ça allait être de gaspiller le matériel, la main-d'œuvre et le temps de l'ennemi. Et du coup, l'OSS a écrit un manuel de sabotage simple. C'est un manuel qui a servi en fait aux agents américains qui étaient infiltrés sur les territoires occupés, principalement la France et la Norvège, pour former des sympathisants aux pratiques de sabotage simple. Ce document, la CIA l'a déclassifié en 2012. Je vous ai mis les liens en annexe des slides et je les partagerai après la conférence. Alors, dans le manuel, on trouve un premier type de techniques de sabotage qui sont plutôt des techniques de destruction. En gros, on explique comment on fait pour endommager du matériel, des outils, des machines qui servent à la production, au transport et à la communication. Mais le tout avec des objets du quotidien et avec de très faibles chances de se faire prendre ou d'être puni. Et puis, dans le manuel de sabotage simple, on trouve aussi un autre type de technique de sabotage. C'est des techniques en fait, qui ne nécessitent pas de contrevenir à des règlements. Des techniques d'obstruction, en somme. Il s'agit en fait de la stupidité volontaire. Alors, j'ai oublié de sortir ma fiche avec tout ça. Je voulais vous citer une partie du manuel. Excusez-moi. Oups. Voilà. Alors, je cite le manuel. Un second type de sabotage simple ne requiert aucun outil de destruction, et s'il produit des dommages physiques, ce n'est que par des moyens hautement indirects. Ce type de sabotage est basé sur les opportunités universelles de prendre de mauvaises décisions, d'adopter une attitude non coopérative et d'inciter les autres à faire de même. Prendre une mauvaise décision peut consister simplement à placer un outil à un endroit plutôt qu'un autre. Une attitude non coopérative peut n'impliquer rien de plus que de créer une situation déplaisante parmi ses collègues, de se chamailler ou de se montrer maussade ou stupide. En fait, le manuel de sabotage incite les sympathisants à étudier les erreurs et les mauvaises décisions habituelles à leur profession et à leur secteur et à les pousser un petit peu plus loin en élargissant la marge d'erreur. C'est ça qui fait qu'il y a de très faibles chances d'être pris, en fait, parce que c'est une erreur commune, finalement. Alors, dans la citation que je vous ai donnée, on parle d'avoir une attitude non coopérative. Pour favoriser une attitude non coopérative, le manuel explique des techniques de harcèlement et de démoralisation envers l'ennemi. Et j'aime particulièrement l'exemple des voyages en train. En fait, les agents de la SNCF étaient encouragés à, par exemple, faire des erreurs dans les billets, éditer 2 billets pour la même place, prendre son temps avant le départ quand il fallait créer des nouveaux billets, ou donner des informations fausses ou trompeuses, des mauvais horaires, des mauvais quais. Alors, on pourrait croire
qu'aujourd'hui, il y a encore des saboteurs à la SNCF, vous allez voir que ça ne concerne pas que la SNCF, en fait. Je vous conseille vraiment de lire le manuel de sabotage. C'est une vraie mine d'or. Moi, j'ai eu plein d'épiphanies et surtout, j'ai beaucoup ri. J'ai ri jaune, mais j'ai ri. Donc, je vais vous faire une synthèse de mes techniques de sabotage préférées. C'est vraiment le haut du panier du truc. Alors, voici comment l'OSS recommandait de nuire à la productivité et au moral de l'ennemi pendant la guerre. En réunion, faire des monologues. Parler aussi souvent que possible et pendant longtemps. Soulever des problèmes hors sujet aussi souvent que possible. Ergoter sur la formulation précise des communications, des comptes rendus et des décisions. Revenir sur des sujets décidés lors de la réunion précédente. Et je vois que ça vous parle. Hein. Oui, d'ailleurs, il ne disait pas seulement ça. Je peux revenir en arrière ? Oui. Et essayer de rediscuter la pertinence de cette décision. Oui, c'est le deuxième effet qui se coule. Préconiser la prudence, être raisonnable et inciter les autres à être raisonnables. Éviter la hâte qui pourrait conduire à des embarras ou des difficultés futures. S'inquiéter de la légitimité de toute décision. Se demander pour chaque action à l'étude si elle est dans le domaine de responsabilité des participants et si elle ne risque pas d'être en conflit avec la politique d'un échelon plus élevé. Soumettre tout problème à des comités pour plus ample étude et considération. Jamais moins de 5 personnes dans ces comités. Faire en sorte que plusieurs réunions soient nécessaires. Faire des réunions quand il y a du travail critique à effectuer. Ne jamais passer ses compétences et son expérience à un nouvel embauché ou à un travailleur moins expérimenté. Demander des ordres écrits, comprendre les ordres de travers, poser sans fin des questions ou engager de longues correspondances à propos de ces ordres. Ergoter sur ces ordres quand c'est possible. Travailler lentement, vérifier tout 2 fois. Toujours commencer par les travaux les moins importants. Faire en sorte que les travaux importants soient confiés aux travailleurs inefficaces ou aux machines médiocres. Multiplier la paperasse de façon plausible. Multiplier les procédures et les autorisations nécessaires pour passer des commandes, payer les salariés, etc. Faire en sorte que l'approbation de 3 personnes soit nécessaire, là où une suffirait. Être agréable avec les travailleurs inefficaces. Leur donner des promotions qu'ils ne méritent pas. Discriminer les travailleurs efficaces. Se plaindre injustement de leur travail. Et pour finir, mon préféré, appliquer tous les règlements à la lettre. Ok, on peut se demander, vu vos réactions, si c'est encore d'actualité. Alors, je vais vous demander, on va faire un petit test. J'ai demandé à tous ceux qui ont été témoins de ce type de sabotage au moins une fois dans leur vie professionnelle de se lever, s'il vous plaît. Ok, j'ai pas besoin de commenter. Attendez. Si vous avez été victime de ce type de sabotage, restez debout. Les autres, vous pouvez vous asseoir. Ok. Attendez, c'est pas fini. Si vous avez vous-même commis un acte de sabotage de ce genre, restez debout. Les autres, vous pouvez s'asseoir. C'est cool. Franchement, bravo. Vous êtes lucide et honnête. Et franchement, bravo pour ce partage. Vous pouvez vous asseoir. Ouais. Je ne peux pas croire que vous sabotiez volontairement vos entreprises. Sinon, vous ne seriez pas là en train d'essayer de vous améliorer, en fait. Donc, je pense qu'il faut qu'on parle plutôt de comportements de sabotage et des comportements involontaires de sabotage. D'ailleurs, en fait, les comportements que je vous ai listés, c'est pour la plupart des comportements qui sont d'une certaine façon encouragés par les entreprises. Par exemple, participer en réunion, c'est bien. Mais c'est quand on participe trop et qu'on fait des monologues que ça devient du sabotage. Utiliser l'intelligence collective pour résoudre des problèmes, c'est bien. Mais
c'est quand on utilise l'intelligence collective, enfin, qu'on fait des comités pour résoudre chaque problème que ça devient du sabotage. Donc au final, c'est plus le côté systématique et poussé à l'extrême du comportement qui devient du sabotage. Donc du coup, il vaut mieux parler de comportement involontaire de sabotage. Et le comportement, en fait, c'est la rencontre entre l'individu et son environnement. Alors oui, l'individu a une part dans le sabotage, dans le comportement involontaire de sabotage. Souvent, c'est par un manque de compétences, de savoir-faire ou de savoir-être. Mais si on est dans une entreprise qui ne pratique pas le feedback régulier et bienveillant, la personne n'a pas les moyens d'identifier qu'il a ce comportement de sabotage. Et encore moins de développer les compétences pour neutraliser ce comportement de sabotage. Du coup, au final, c'est l'entreprise qui laisse le comportement de sabotage s'installer. L'entreprise peut aussi être directement responsable des comportements de sabotage de ses collaborateurs. Rappelez-vous cette technique imparable de sabotage, appliquer tous les règlements à la lettre. Les règlements, c'est l'entreprise qui les fait. Attendez, ça souffle un peu. En fait, c'est la culture de l'entreprise qui est responsable d'une grande partie des comportements de sabotage de ses collaborateurs, soit en les laissant s'installer, soit en les suscitant. En fait, la culture d'entreprise, c'est l'ensemble des règles implicites et explicites qui régissent le fonctionnement d'une entreprise. Et en fait, les comportements de sabotage des collaborateurs, c'est le reflet de la culture de l'entreprise et de ses dirigeants. Par exemple, dans une entreprise où il est important de briller en réunion, parce que c'est comme ça qu'on a des promotions, par exemple, vous allez avoir beaucoup de sabotage par monologue. Dans une entreprise où on cherche des coupables plutôt que des solutions, vous allez avoir beaucoup de gens qui vont demander des ordres écrits et qui vont vérifier 2 fois leur travail avant de le livrer. Dans une entreprise où on manque de confiance envers les collaborateurs, vous allez avoir beaucoup de règlements contraignants. Et on a vu que c'était des nids à sabotage. Donc la culture de l'entreprise est responsable en grande partie des comportements de sabotage des collaborateurs. Le sabotage simple aujourd'hui dans nos entreprises effectivement nuit à la productivité, mais pas seulement. Comme l'avait prévu l'OSS en 1944, le sabotage simple, ça nuit à l'épanouissement des collaborateurs en fait. Quand on lit les études sur la démotivation des collaborateurs, les facteurs qui reviennent le plus souvent, c'est le manque de reconnaissance, la charge de travail, le manque de reconnaissance, le management et les relations sociales, la charge de travail et le manque d'intérêt du travail. Et ces 4 points-là, c'est des conséquences directes du sabotage. Rappelez-vous, être agréable avec les travailleurs inefficaces, leur donner des promotions qu'ils ne méritent pas, etc., ça parle directement de manque de reconnaissance, en fait. Et la charge de travail, le manque d'intérêt du travail, c'est des conséquences du fait de perdre du temps à cause du sabotage. Moi, j'ai entendu souvent des collaborateurs soupirer en disant « je passe ma vie en réunion, et quand je ne suis pas en réunion, je suis en train de répondre à mes mails. Et si je ne réponds pas à mes mails, je suis en train de répondre à des demandes sur Slack. Et au final, j'ai à peine le temps de travailler. Alors tu vois, l'amélioration continue ou la veille technologique, ça me passe un peu là. » Et le pire, c'est que ça agit comme une spirale négative, en fait. Le sabotage nuit à l'épanouissement et à la performance. Ça démotive les collaborateurs. Et les collaborateurs qui sont ainsi découragés finissent par choisir une des 2 options. Soit ils quittent l'entreprise, soit ils cèdent au à quoi bon. Le à quoi bon, c'est quoi? C'est quand je décide de jouer le jeu comme les autres, en fait, pour survivre dans l'entreprise. Et du coup, je me mets à avoir moi aussi des comportements de sabotage. Pour me couvrir, pour jouer le jeu, je vais demander des ordres écrits, je vais vérifier mon travail, et au final, je vais travailler plus lentement, et je vais moi-même aggraver ce cercle vicieux du sabotage. Du coup, c'est hyper important de lutter contre le sabotage simple en entreprise. Et comme ça, on fait une pierre deux coups en plus. On peut améliorer la performance et l'épanouissement. Alors, comment on fait? Comment on lutte contre le sabotage? En fait, quand j'ai lu le manuel de sabotage simple, je me suis rendu compte qu'il y avait de nombreux points du manuel qui étaient à peu près l'exact négatif du manifeste agile. Je vous ai mis les meilleurs exemples. Vous aurez les citations du manuel de sabotage à gauche et celles du manifeste agile à droite.
Du coup, comme c'est une télé, si il y en a qui n'arrivent pas à lire, je vais vous les lire à haute voix. Est-ce qu'il y en a qui n'arrivent pas à lire ce qui est écrit? Ok, alors on y va. Côté sabotage, insister pour tout faire selon les chaînes de décision. Appliquer les règlements à la lettre. Côté manifeste agile, les individus et leurs interactions plus que les processus et les outils. Côté sabotage, même si des parties d'une commande peuvent être prêtes avant, ne les livrer que lorsque la commande est entièrement prête. Un bon cycle en V, quoi. Côté manifeste, livrer fréquemment un logiciel opérationnel avec des cycles de quelques semaines à quelques mois et une préférence pour les plus courts. Côté manuel de sabotage, celui dont on a déjà parlé, être agréable avec les travailleurs inefficaces, leur donner des promotions qu'ils ne méritent pas, etc. Côté manifeste agile, réaliser les projets avec des personnes motivées. Fournissez-leur l'environnement et le soutien dont ils ont besoin et faites-leur confiance pour atteindre les objectifs fixés. Côté sabotage, réfléchir à des moyens d'augmenter le nombre de mouvements nécessaires dans votre travail. Oui. Côté manifeste agile, la simplicité, c'est l'art de minimiser la quantité de travail inutile. C'est-à-dire l'art de minimiser la quantité de travail inutile est essentiel. Alors pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi le manifeste agile ne suffit pas? On a vu tout à l'heure que manifestement le sabotage simple a encore cours dans les entreprises, y compris des entreprises agiles. Donc ça veut dire que que l'agilité ne suffit pas à neutraliser le sabotage. Pourquoi ça ne marche pas? En fait, le manuel de sabotage de l'OSS nous donne une piste en fait. L'OSS avait compris que rentrer dans une démarche d'anti-sabotage, ça nécessitait de changer d'état d'esprit, en fait. Ça allait demander aux gens de combattre leur réflexe naturel pour penser à l'envers. Ils disent d'ailleurs, la stupidité volontaire est contraire à la nature humaine. Et du coup, il allait falloir trouver des façons de faciliter ce changement d'état d'esprit pour pouvoir avoir des actions de sabotage efficaces. Et donc, du coup, ils ont trouvé 2 principes pour faciliter le changement d'état d'esprit. Le premier, c'est d'avoir des exemples très précis, pas à pas, qui fait que chacun peut les suivre, en fait, qui ne nécessite pas de compétences particulières, on peut chacun devenir des saboteurs. Je vais vous donner un exemple. Alors, saturer une éponge avec une solution épaisse d'amidon ou de sucre. La presser fortement en forme de balle. L'envelopper de ficelle et la faire sécher. Quand l'éponge est complètement sèche, retirez la ficelle. L'éponge aura la forme d'une petite balle dure. La jeter dans les WC et tirer la chasse. Ou l'introduire autrement dans une canalisation d'égout. L'éponge va graduellement gonfler jusqu'à retrouver sa taille normale et boucher le système d'égout. C'est sûr qu'avec des instructions aussi claires et détaillées, n'importe qui peut mettre son entreprise dans l'embarras. Il y a un autre principe qu'ils ont mis en œuvre dans le manuel, c'est le fait de décliner le même type de sabotage en plusieurs exemples. Par exemple, le manuel explique comment exploiter la poussière, la saleté, les déchets pour endommager le matériel, pour créer des courts-circuits, pour endommager les routes en construction aussi. Enfin voilà, il y a des tonnes d'exemples de ce genre-là. Alors on peut se dire, quand on le lit, que c'est un petit peu redondant. Mais en fait, quand on y réfléchit, on voit que les agents instructeurs américains ne pouvaient pas connaître toutes les spécificités de tous les métiers, de toutes les entreprises, en fait. Et du coup, ne pouvaient pas eux-mêmes trouver quels étaient les bons sabotages pour telle personne. Donc, il fallait inciter l'apprenti saboteur à imaginer sur la base d'exemples comment il pourrait décliner ce sabotage-là dans son contexte particulier. Et c'est justement en listant plein de façons de le décliner qu'on entraîne le saboteur à réfléchir ainsi, à dire « Ok, j'ai compris le principe, comment je l'applique chez moi en fait ?» Alors revenons au manifeste agile. Le manifeste agile, en fait, il manipule des concepts très généraux, mais il reste vague sur l'implémentation concrète. Et c'est pour ça qu'on a plein de méthodes agiles en fait. Chaque méthode agile, c'est une interprétation et une implémentation du manifeste. Et c'est beaucoup trop flou.
le manifeste agile. C'est pour ça que ça ne suffit pas à neutraliser le sabotage d'entreprise. Et je me rends compte que je suis allée super vite. Bon, peut-être le temps pour des questions. Non mais... Ok. Et donc c'est pour ça qu'il faut en fait un manuel d'anti-sabotage. Un manuel qui donne des exemples précis de techniques d'anti-sabotage, des modes opératoires détaillés qui font que chacun peut les appliquer, et des exemples qui sont déclinés dans plusieurs contextes d'application pour que chaque entreprise et chaque personne puisse les appliquer. Du coup, j'ai commencé à écrire un manuel d'anti-sabotage. C'est en cours d'écriture. Pour construire ces pratiques d'anti-sabotage, je me suis inspirée de mon expérience professionnelle, mais aussi de l'agilité, du lean, de la communication non violente, etc. Et j'explique comment les utiliser comme pratiques d'anti-sabotage. Donc, comme je vous dis, c'est en cours d'écriture. Je le partagerai au fur et à mesure sur les réseaux sociaux et sur mon site. Mais aujourd'hui, je vais vous en donner quelques éléments en avant-première. Donc, j'ai organisé le manuel d'anti-sabotage en 5 grands thèmes. La formation, l'organisation, la production, le feedback et la communication. Et aujourd'hui, je vais vous détailler un exemple dans le domaine de la communication. Je vais vous parler d'une technologie qui n'existait pas à l'époque de l'OSS. Mais si ça avait été le cas, je suis sûre qu'ils en auraient parlé. Et en bonne place dans le manuel. Parce que je crois que c'est une douleur universelle. Il s'agit du mail. Alors le mail, ça a révolutionné la façon de communiquer dans les entreprises. C'est un outil, c'est ni bon ni mauvais en soi. C'est nos pratiques qui font que c'est un outil puissant de sabotage. Pour qu'on se rende compte à quel point c'est un outil de sabotage, réfléchissez un instant à combien de temps, chaque jour, vous passez à lire vos mails et à y répondre. Et ce que vous ressentez quand vous revenez de congé et que vous voyez le petit chiffre, le grand nombre à côté de votre boîte de réception. Alors, le manifeste agile nous donne une pratique d'anti-sabotage excellente. Quand c'est possible, communiquer face à face. Et c'est super comme pratique. Sauf que ce n'est pas toujours possible. Du coup, pour les cas où ce n'est pas possible, j'ai listé quelques comportements de sabotage liés au mail et comment on les neutralise. Le premier comportement de sabotage, c'est la précaution excessive. En France, on est connu pour notre galanterie, notre savoir-vivre, mais du coup, on a tendance à être trop poli dans nos mails. C'est-à-dire qu'on a des formules de phrases alambiquées, les formules de politesse à la fin, etc. Ça prend du temps pour les lire, mais aussi pour les écrire. Moi, personnellement, c'est un vrai casse-tête pour moi de trouver une entame chaleureuse à mon mail, pour pas que ce soit trop abrupt. J'essaye d'éviter les formulations qui peuvent prêter à confusion, qui sont sujettes à interprétation, que les gens peuvent prendre comme des jugements. Et puis, surtout, je réfléchis à une façon, à la fin de mon mail, de provoquer l'action chez mon interlocuteur, en fait, de faire en sorte que je puisse savoir ce que j'attends. Donc, c'est une grande énergie dépensée pour écrire les mails aussi. Alors, comment on lutte contre ça? Déjà, il faut faire des phrases courtes, éliminer tout ce qui n'ajoute pas du sens, en fait. Si vous commencez à écrire une explication un peu longue, un peu nébuleuse, faites un schéma et mettez-le en pièces jointes, c'est plus simple. Si c'est chiant pour vous à écrire, c'est chiant pour l'autre à le lire, hein, concrètement. C'est un bon filtre, ça. Quand vous recevez des explications longues et nébuleuses, allez voir la personne et faites-lui un feedback. Et proposez-lui de reformuler ça ensemble. Comme ça, vous faites d'une pierre deux coups. Vous comprenez ce qu'il veut dire, et lui s'améliore dans sa concision. Vous pouvez aller encore un peu plus loin en ajoutant dans votre signature une phrase de ce genre-là. Alors, du coup, pour ceux qui sont loin, je vais la lire. Ouais, c'est de l'anglais. I welcome VSRE replies, and I try to keep my mind under 5 sentences. Don't get offended. I'm just trying to survive email overload. En gros, c'est une phrase que j'ai trouvée dans la signature de quelqu'un qui s'appelle Mathieu Schneider, et j'ai trouvé ça brillant, en fait. Ce qu'il explique, c'est que pour survivre à la charge liée à l'email, lui, en fait, attend des réponses très courtes. Vous pouvez aller, en fait, VSRE, c'est un lien. Vous arrivez sur une page qui explique que les réponses VSRE, c'est 1 à 5 mots. Et ils expliquent aussi pourquoi c'est bien de faire des réponses comme ça. Et du coup, le fait de l'expliciter dans la signature,
Ça vous permet à vous de perdre moins de temps à écrire vos mails parce que vous pouvez être beaucoup plus concis, les gens savent pourquoi. Vous recevrez probablement quelques-uns de vos mails plus courts aussi, enfin, les gens vont commencer à faire attention pour vous. Peut-être même que d'autres ajouteront également cette phrase-là à leur signature. Et vous aurez vraiment gagné quand l'entreprise décidera d'ajouter la phrase dans la signature corporate, vous savez, le template général de l'entreprise. Un autre exemple de comportement de sabotage lié au mail. Il s'agit des mails où on met plusieurs sujets dans le même mail. Et des sujets qui n'ont pas forcément rapport les uns avec les autres. Alors c'est du sabotage parce que déjà, quand un mail est très long, je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'arrive pas à être attentif jusqu'au bout. En plus, les informations importantes, souvent, sont noyées au milieu des autres. Et ça nous incite à traiter l'ensemble des réponses, enfin l'ensemble des sujets, dans la même conversation. Du coup, ça rend le suivi hyper difficile, en fait. Et puis, dernier point, si dans votre boîte de réception ou en faisant des recherches, vous n'avez que des mails qui s'appellent « divers », ça ne va pas beaucoup vous aider. Du coup, en tant qu'anti-saboteur, moi, ce que je vous conseille, c'est de traiter qu'un seul sujet par email. Vous, quand vous envoyez un email, faites attention à ce qu'il n'aborde qu'un seul sujet et que son intitulé, son objet, soit clair. Si possible, préfixez-le par le nom du projet ou quelque chose d'équivalent. Quand vous recevez un mail avec plusieurs sujets à l'intérieur, alors divisez pour mieux répondre. Ce petit clin d'œil dev. Donc, vous allez diviser en fait votre réponse en plusieurs mails. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir donner un nouvel objet à chaque mail, rendez-le parlant, et éventuellement, vous pouvez, dans le premier mail, expliciter votre démarche. Par exemple, en expliquant, pour faciliter le suivi, je vais répondre à chacun de ces points dans un mail indépendant. Allez, je vous donne un dernier exemple de comportement de sabotage, celui que j'appelle les mails aux oubliettes. Vous savez, ces personnes qui évitent de vous répondre par mail pour ne pas se mouiller, pour ne pas prendre de décision. Avec le temps, moi, j'ai élaboré une technique d'anti-sabotage puissante, la validation tacite. En gros, plutôt que de demander une autorisation, je dis ce que je vais faire et je dis à la personne, sauf contre-indication de ta part, avant telle date. Si je ne sais pas quel est le processus à suivre dans l'entreprise pour faire telle chose, je vais expliquer ce que je vais faire, sauf contre-indication de ta part, avant telle date. Du coup, je retourne le truc. Si la personne n'est pas d'accord, elle est obligée de répondre. Et moi, techniquement, je suis autorisée à faire les choses comme j'ai envie de le faire. En tout cas, je pourrais montrer que j'agis de bonne foi. Voilà. OK. Comme je vous ai dit, je suis en train d'écrire le manuel et je pense qu'on a tous vécu des sabotages et on a tous commencé à construire nos propres pratiques d'anti-sabotage. Donc, n'hésitez pas à me partager vos expériences pour enrichir le manuel. Utilisez le hashtag anti-sabotage sur les réseaux sociaux et puis vous pouvez m'envoyer un email à antisabotage@peps.coach au cas où. Voilà. Alors, dans le manuel d'anti-sabotage, au-delà de lister des pratiques, j'explique aussi une démarche d'anti-sabotage. Parce que c'est plus efficace si on le fait en fait, d'une façon plus globale. Déjà, il est important de comprendre qu'en fait, on est tous des saboteurs. On l'a vu tout à l'heure, en fait. Et moi y compris. En travaillant sur le sujet, moi, je me suis rendu compte que j'avais aussi des comportements de sabotage. Par exemple, en réunion, quand j'explique quelque chose et que je n'ai pas de retour verbal, on va dire, je réexplique la même chose d'une autre façon. Et encore, jusqu'à essayer d'avoir un feedback, en fait. Et plus je parle, plus je perds les gens. Et plus je perds les gens, plus je parle. Du coup, j'ai trouvé ma propre technique d'anti-sabotage envers moi-même. C'est qu'à ce moment-là, en fait, je vais chercher du feedback. Je leur demande, vous en pensez quoi? Au moins comme ça, je sais et je peux construire du coup une discussion. Je peux avoir une discussion constructive plutôt qu'un monologue anxieux, en fait. Il m'arrive régulièrement de découvrir des nouveaux comportements de sabotage que moi j'ai. Et du coup, à ce moment-là, j'expérimente pour trouver des techniques d'anti-sabotage. Je galère un peu pendant un petit moment pour en créer les nouvelles habitudes jusqu'à ce qu'après, ça devienne naturel.
En fait, l'anti-sabotage, c'est comme l'amélioration continue. C'est jamais terminé. Du coup, pour mener une démarche d'anti-sabotage, il faut commencer par soi-même. Le manuel il va vous aider à détecter vos comportements de sabotage et à les éliminer. Il va aussi vous apprendre à détecter les comportements de sabotage des autres et vous aider à les neutraliser en bienveillance. Alors pourquoi de façon bienveillante? Parce que vous aussi, vous serez bien content que les autres soient bienveillants envers vous quand vous aurez des comportements de sabotage et qu'ils vous aident à les neutraliser. Il y a aussi des comportements de sabotage d'équipe. Donc du coup, le manuel va parler aussi aux équipes pour identifier leurs comportements de sabotage envers elles-mêmes, envers les autres équipes et envers l'entreprise. Et va leur donner des techniques d'anti-sabotage. Alors bien sûr, la démarche elle va être plus facile et plus efficace s'il y a une prise de conscience collective au niveau de toute l'entreprise et surtout des dirigeants. Et que du coup, l'entreprise met en place une culture et un cadre qui soit propice à l'anti-sabotage. Alors du coup, concrètement, on fait quoi quand on est victime d'un comportement de sabotage? En général, quand vous êtes victime d'un comportement de sabotage, ça vous met en colère. Avec des variations, ça peut être de l'agacement jusqu'à de la rage. Ça dépend combien de fois on vous a fait le coup avant, en fait. Donc déjà, n'ayez pas de réaction impulsive que vous pourriez regretter après. Mais non plus, ne laissez pas mariner ce truc-là, de le garder et le laisser aspirer votre joie de vivre, en fait. Donc, pour réagir, moi, je vous propose déjà de prendre 3 grandes respirations et d'appliquer la méthode civique. C'est comme célébrer votre colère. Ben oui. Pourquoi ça ne marche pas? Hop. Ça n'avance pas. Ah, c'est bon. Voilà. En fait, les émotions, ce sont des signaux d'alerte qu'on a pour comprendre notre environnement, réagir et survivre. Du coup, c'est une force et c'est important de les accueillir. C'est ça qui va nous permettre de les transformer en comportements constructifs, en fait. D'ailleurs, émotion et motivation, ça a la même racine, c'est movere en latin et ça veut dire bouger. Il y a un second effet qui se coule, c'est que plus on apprend, plus on s'entraîne à accueillir nos émotions, plus on sait accueillir celles des autres et les accepter et éventuellement même les aider à les gérer. Donc du coup, remerciez votre colère parce qu'elle vous a permis d'identifier un moyen de travailler pour votre épanouissement et pour la performance de l'entreprise. Ensuite, investiguez. Investiguez la source de votre colère. Pourquoi ça passe pas? À nouveau un problème technique. Ah, c'est bon. Quel comportement vous a mis en colère? Est-ce que c'est la première fois que vous le subissez? À quelle fréquence vous le subissez? Quel est l'impact pour vous? Quel est l'impact pour l'entreprise? Est-ce qu'il y a un règlement de l'entreprise ou un standard qui a favorisé ce comportement? Ou au contraire, est-ce que votre collègue a dérogé à un comportement, à un règlement ou un standard de l'entreprise? Est-ce qu'il y a une action que vous avez faite qui a favorisé ce comportement de sabotage? Une fois que vous avez suffisamment d'informations, vous pouvez passer à l'étape suivante. Verbaliser. Ok, bon, ça avance moyennement. Hop, ça. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Voilà. Alors, verbaliser, c'est-à-dire aller voir votre collègue qui a eu ce comportement ou l'équipe qui a eu ce comportement. Pour ne pas être un saboteur à votre tour, vérifiez que la personne a le temps. Si ce n'est pas le cas, prenez rendez-vous. Et allez vous parler dans un endroit sécurisé, par exemple une salle de réunion. L'important, c'est qu'il n'y ait pas de public, parce que quand il y a un public, ça empêche d'avoir des discussions authentiques, en fait. Et du coup, utilisez la CNV, la communication non violente, pour lui faire du feedback. Je vous rappelle, la communication non violente, c'est en 4 étapes. Exprimer d'abord les faits, les émotions, le besoin et sa demande. Je vais vous donner un exemple. Ce matin, tu m'as envoyé une demande par mail sans préciser d'urgence particulière. 10 minutes plus tard, tu m'as envoyé un Slack pour vérifier que j'avais reçu ton mail. Quand j'ai lu ton Slack, je me suis sentie en colère. J'ai besoin que tu me fasses confiance sur ma capacité à m'organiser et à prioriser mon travail. Est-ce que tu es d'accord
pour m'expliquer ce qui s'est passé de ton côté et qu'on réfléchisse ensemble à une solution pour éviter ce genre de situation déplaisante pour tous les deux à l'avenir. Voilà. Normalement, en respectant ces étapes, vous êtes prêts pour l'étape suivante qui est innover ensemble. Vous avez réuni les bonnes conditions pour avoir un échange constructif, respectueux, qui va vous permettre de trouver des solutions efficaces sur lesquelles vous serez prêts à vous engager tous les deux. Mon conseil là-dessus, c'est de formaliser vos nouveaux engagements. Alors, vous pouvez, dans une façon qui va convenir aux deux, mais par exemple, ça peut être dans une façon un peu fun. Vous pouvez scriber votre nouveau contrat ensemble. Ça, pour deux raisons. D'abord, parce qu'il va y avoir une phase un peu compliquée où vous allez devoir prendre tous les deux des nouvelles habitudes. Et le fait d'avoir un artefact physique qui vous rappelle ce moment de collaboration productive, ça va vous aider en fait à ancrer ces nouvelles habitudes. Et aussi, ça a comme intérêt de préparer l'étape suivante, qui est de communiquer. En fait, communiquer, c'est ce qui va vous permettre de généraliser les solutions que vous avez trouvées. Alors, les généraliser déjà pour vous dans le temps, c'est-à-dire faire en sorte que vous ne subissiez plus personnellement ce type de sabotage. Dans l'exemple qu'on avait tout à l'heure sur le mail avec le Slack, le mail suivi d'un Slack, vous pouvez par exemple, je ne sais pas, ajouter dans votre signature, si vous me faites une demande, j'accuserai réception et je vous tiendrai informé. Genre, pas besoin de me redemander avant que je vous tienne informé. Et vous allez aussi essayer de généraliser dans l'entreprise, en fait. C'est-à-dire que non seulement il faut que ce comportement de sabotage ne vous affecte plus, mais c'est encore mieux si toutes les autres personnes qui le subissent bénéficient finalement de votre expérience. Donc, si l'entreprise elle est engagée dans une démarche d'anti-sabotage, en général, elle aura mis en place des outils spécifiques pour communiquer ce genre de pratiques. Un wiki, un channel Slack dédié, des rituels. Et si l'entreprise n'est pas engagée encore dans une démarche d'anti-sabotage, vous avez toujours des moyens de communiquer. En fait, à l'ensemble de l'entreprise, il y a des boîtes qui font des stand-up du lundi. Il y en a qui ont, je sais pas, un réseau d'entreprise où vous avez un channel général sur le Slack. Partagez l'information. Comme ça, ceux que ça intéresse vont pouvoir le reprendre à leur compte. Au final, être dans une démarche d'anti-sabotage, ça favorise le feedback, la collaboration. Le problème, c'est que c'est lent. J'adore. Et l'amélioration continue. Est-ce que ça ne vous rappelle pas quelque chose ? L'anti-sabotage permet de développer les valeurs qui sont indispensables à l'agilité. Pas l'agilité des méthodes, mais bien la culture agile. Je crois que j'ai toujours été une anti-saboteuse, en fait. Parce que quand il y a quelque chose qui fonctionne de façon pas optimale, j'essaie de l'améliorer. Parce que quand j'ai l'impression que je ne peux pas faire mon travail correctement, je réagis. Et du coup, dans les boîtes où j'ai travaillé, je suis souvent passée pour une rebelle ou une chieuse parce que je pointe du doigt quand ça fonctionne mal, parce que je me mets en colère quand je vois une injustice, parce que les problèmes des autres, ça devient mes problèmes, parce que ça me blesse beaucoup, en fait, quand on ne m'accepte pas pour qui je suis, avec mes forces et avec mes faiblesses. Et parce que ça me fait pleurer quand on me prend pour ce que je ne suis pas. Alors pendant longtemps, j'ai cru que j'étais en cause, en fait, que j'étais pas normale, pas à la hauteur. J'alternais les périodes où j'essayais de rentrer dans le moule, et du coup, je perdais ma motivation et puis ma joie de vivre. Vous entendez encore l'émotion d'ailleurs. Et puis j'alternais d'autres périodes où au contraire, j'explosais. J'avais envie de tout bousculer, de faire la révolution. Jusqu'au jour où j'ai fait un burn-out. Alors c'est cool parce que ça m'a donné l'occasion de prendre le temps et de prendre la distance pour réfléchir à tout ça. J'en ai parlé autour de moi et je me suis rendu compte en fait que on était nombreux à vivre des expériences similaires et ça m'a donné envie de changer les choses. Et pour changer les choses, j'avais besoin de comprendre ce qui se passait. Et du coup, j'ai compris, par exemple, que quand je pointais quelque chose qui fonctionne mal, mon interlocuteur, il entendait
tu travailles mal, tu fais mal ton travail. Alors que moi, je voulais juste dire, viens, améliorons ensemble l'entreprise. Probablement, en fait, parce que dans le monde du travail, on se sent jugé en permanence. Et du coup, ça nous conduit, nous aussi, à juger les autres, par mimétisme ou pour se protéger. J'ai aussi compris, du coup, que je devais améliorer ma communication pour qu'elle reflète mieux la bienveillance de mon intention. J'étais déjà convaincue que pour être performante, une entreprise devait pratiquer l'amélioration continue. Mais pour pratiquer l'amélioration continue, il faut que les collaborateurs se sentent suffisamment en sécurité pour pouvoir dire ce qu'ils pensent, accueillir du feedback, expérimenter des choses pour les faire bouger. Du coup, j'ai découvert en fait le concept de sécurité psychologique. C'est la condition fondamentale en fait pour l'épanouissement et pour la performance. Oui, j'ai oublié de vous dire aussi que c'est un peu comme pour le sabotage pendant la Deuxième Guerre mondiale, d'avoir une démarche d'amélioration continue. Il vaut mieux avoir de petites actions d'amélioration continue au quotidien, donc un état d'esprit en fait, qui est installé parmi tous les collaborateurs, que d'avoir en fait, quelques actions coûteuses, genre embaucher une armée de consultants pour venir déployer une méthode agile. Ça fonctionne mieux en fait sur le long terme. Enfin, je veux dire, c'est le même principe que dans le sabotage. Donc du coup, oui, j'ai découvert ce concept de sécurité psychologique. Oui, je ne vous ai pas dit ce que c'est la sécurité psychologique. Ouais. La sécurité psychologique, c'est le fait d'être accepté pour ce que l'on est en fait, de pouvoir être soi-même et de savoir qu'on est accepté pour ce que l'on est. Et les psychologues nous disent que c'est une condition nécessaire pour la performance et pour l'épanouissement. Alors, le truc qui est cool, c'est que la démarche d'anti-sabotage, comme je vous l'ai présentée, elle permet en fait de nous entraîner à accueillir nos émotions et celles des autres, à être bienveillants et à communiquer de façon ouverte et respectueuse. Ouais, ça c'est un peu, c'est sorti un peu dans le désordre. Et ça, c'est des éléments fondamentaux en fait de la sécurité psychologique. Alors, l'épanouissement. L'épanouissement, c'est un sujet qui travaille beaucoup les entreprises en ce moment. Parce que l'épanouissement, c'est la clé de la motivation, et la motivation, c'est la clé de la performance. Et la performance, ça intéresse les entreprises. C'est pour ça, en fait, qu'on a vu fleurir ces derniers temps beaucoup de Chief Happiness Officer, des baby-foot, des bar smoothies dans les entreprises. Ça ne marche pas beaucoup, en fait. Quand on regarde les chiffres, il y a seulement 7% des collaborateurs en France qui sont réellement engagés dans leur travail. Et 54% qui sont désengagés. Du coup, l'anti-sabotage simple, l'anti-sabotage, en fait, ça vous permet de retourner le problème. Arrêtez de chercher à développer l'épanouissement de vos collaborateurs dans le seul but d'améliorer la performance. Faites plutôt l'inverse. Adoptez une démarche d'anti-sabotage, et c'est en développant la performance de l'entreprise que vous obtiendrez l'épanouissement de vos collaborateurs. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la CIA. Je vous remercie.